Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Willy Boursu. Bonjour. Vous êtes ministre chargé des indépendants, des classes moyennes, des petites et moyennes entreprises, de l'intégration sociale et de l'agriculture au gouvernement fédéral, si j'ai rien oublié. C'est tout à fait exact. Et vous êtes membre du mouvement réformateur. Être le chouchou des indépendants, ça vous fait plaisir ? Mais disons, c'est une forme de reconnaissance. D'abord pour les mesures que nous avons prises en ce qui concerne notamment le statut social des indépendants. Cette fameuse mesure zéro cotisation sociale pour le premier emploi à l'avenir. J'emploie cette formule parce que vous venez d'être désigné médaille d'or par le syndicat national des indépendants qui cotait un petit peu les hommes et les femmes politiques. Vous avez le sourire, vous avez une matinée facile là, à recevoir une distinction comme ça. C'est une forme de reconnaissance, mais c'est aussi un encouragement, notamment par rapport à ces mesures de soutien à l'emploi, de soutien à l'activité. On sait que le redéploiement économique, pour l'essentiel, va passer par les plus petites entreprises et par les indépendants. Notre rôle d'hommes et de femmes politiques, c'est de créer le cadre qui permet vraiment à cette activité de se déployer et puis par ailleurs de résoudre un certain nombre de problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et donc ce qu'ils ont plus particulièrement apprécié au SNI, au syndicat national des indépendants, c'est la mesure qui permet d'embaucher plus facilement. C'est ça les premiers emplois. Effectivement. Donc c'est la mesure zéro cotisation patronale à vie. Donc concrètement, dans quelques jours, à partir du 1er janvier, tout employeur, tout indépendant qui va engager son premier travailleur va bénéficier d'une exonération complète, totale et à vie des cotisations patronales pour ce premier emploi. C'est une mesure exceptionnelle. On estime qu'elle pourrait créer au minimum 30 à 35 000 emplois. Le syndicat national des indépendants estime son impact encore plus favorablement. Donc c'est une des mesures. Mais il y en a d'autres. Et ça vaut la chandelle parce que ça coûte aussi au budget de l'État fédéral. Ce sont des mesures qui coûtent, mais lorsque vous comptez, le bureau du plan estime l'effet retour d'un emploi créé à plus de 20 000, 21 000 euros, en ce sens que la personne qui est engagée ne va plus bénéficier d'allocations de chômage, par exemple, et va investir son revenu professionnel dans de la TVA, dans des achats. Peu les effets retour. Ici, c'est paradoxal, en ce sens que j'avais estimé, en ce qui me concerne, à un peu plus de 30 000 emplois créés, les effets de la mesure, et on a des extérieurs, notamment le syndicat national des indépendants, qui estime à plus de 50 000 emplois les perspectives de création d'activités. Et donc, c'est vraiment une mesure mobilisatrice, et je profite de l'antenne vraiment pour engager vraiment toutes celles et ceux qui, à Bruxelles, mais ailleurs aussi dans le pays, sont concernés à franchir ce pas du premier engagement, et puis pourquoi pas d'un autre après dans la foulée du développement de l'activité. Ouais, on voit que vous êtes convaincu. Le danger, c'est parfois d'être un petit peu lobbyiste. Est-ce que quand on est ministre, on a toujours la distance nécessaire et on sauvegarde l'intérêt général et pas que le secteur dont on a la charge? Oui, je crois qu'on doit vraiment avoir cette notion d'équilibre entre les mesures que l'on prend. Il faut aussi avoir un espace de vraie concertation avec les acteurs économiques, avec les structures représentatives et avoir en même temps la détermination. Je vous pose cette question-là parce que... Mais aussi l'humilité d'entendre un certain nombre d'analystes extérieurs. Je vous pose cette question-là parce que du côté des syndicats, notamment, on a beaucoup dit, oui, ce gouvernement, c'est vraiment l'ami des patrons, c'est l'ami des indépendants aussi, on le voit avec vous, mais il n'écoute pas tout à fait assez les salariés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je crois que le gouvernement est d'abord l'ami des gens. Deuxièmement, je ne suis pas du tout favorable à ce qu'on oppose le travailleur à l'employeur. Je pense qu'il y a un intérêt commun. L'intérêt, c'est créer de l'activité, c'est créer de la richesse. C'est alimenté par la solidarité, la sécurité sociale. Et c'est, je le rappelle, nous avons plus de 600 000 demandeurs d'emploi dans notre pays. C'est un challenge extraordinaire. C'est en même temps vraiment une situation que l'on doit changer. On doit donc oser un certain nombre de réformes. Les travailleurs doivent être aussi les premiers bénéficiaires des mesures que nous prenons. Et donc, avec les organisations représentatives, avec les PME, avec les indépendants, allons de l'avant. C'est vraiment mon message, allons de l'avant. On a des qualités, on a des compétences, il faut se mettre au maximum en marche. Alors, on voudrait reparler avec vous de la tension sécuritaire que les Bruxellois ont connue ces 2 dernières semaines, le niveau 3, puis le niveau 4. Est-ce qu'on a une idée de ce que ça va représenter en termes d'addition de coûts économiques, notamment de manque à gagner pour tout le secteur des commerces et pour le secteur Horeca? Oui, il y a des évaluations à cet égard. Permettez-moi tout d'abord de dire que la priorité est évidemment de garantir la sécurité des gens, la reprise de l'activité et que nous puissions identifier les criminels impliqués dans un certain nombre de faits. Ça veut dire que le niveau 3, le niveau 4 et toutes les mesures d'accompagnement qui en découlaient étaient justifiées? À mes yeux, oui. J'ai participé aux mesures qui ont été prises à la suite de la détermination du niveau 4. Le Conseil fédéral de sécurité. Voilà, puisque vous le savez, c'est l'OCAM, organisme indépendant, qui fixe le niveau. Par contre, l'organisation des mesures est fixée par le Conseil national de sécurité. Et à cet égard, priorité bien sûr à la préservation des personnes de la sécurité, mais après et dans la foulée, on doit être bien conscient des impacts
important pour l'activité économique, pour les indépendants, pour l'ORECA, pour les commerces. Ouais. Alors votre collègue qui est ministre de l'économie, Chris Peeters, il a dit 52 millions par jour, 22 millions d'impact pour le secteur ORECA et la distribution, donc les commerces, et puis 29 autres millions parce que des entreprises n'avaient plus leur personnel, ou ils étaient en retard, ou ils ne pouvaient pas venir parce qu'il n'y a pas de métro. Est-ce que ce sont des chiffres que vous confirmez? Est-ce que le gouvernement fédéral va faire une étude? Est-ce qu'on peut avoir une photographie précise de ce qui s'est passé? Ce sont des chiffres qui me paraissent très très plausibles. On l'a observé de façon très empirique sur le terrain. L'activité était fortement ralentie. Je rappelle que nous sommes à une période particulière de l'année, à un moment où l'activité doit atteindre normalement des niveaux importants. Ouais, donc 52 millions par jour, multiplié par 6 jours, ça va faire 300 millions de manque à gagner. Ça fait effectivement des pertes considérables qui doivent effectivement approcher ce niveau de montant. Il convient donc de prendre des mesures à la fois, notamment, j'ai vu qu'au niveau régional, on envisageait des mesures de promotion, de l'image, etc. Didier Reynders est allé, vous le savez, sur une série de plateaux à l'étranger, expliquer la situation belge, expliquer, peut-être rétablir d'ailleurs un certain nombre de vérités. Il faut aussi que l'on prenne des dispositions qui permettent, notamment en termes de trésorerie, de soulager. Je crois qu'il y a plus de 6800 établissements ORECA à Bruxelles, plus de 10 000 commerces. Et donc, on imagine le nombre de personnes concernées. Donc vous leur proposez, pour les indépendants dans le secteur ORECA, ils peuvent avoir un report de cotisation sociale, c'est ça? Donc le but est effectivement d'alléger la trésorerie. Donc Chris Peeters a, en ce qui concerne l'emploi, permis que l'on considère, c'est bien normal, comme force majeure la situation que l'on connaît, de sorte que l'on puisse mettre en chômage économique de type force majeure le personnel employé. Mais à côté de ça, il y a les indépendants, où j'ai décidé, la mesure est d'application, que les cotisations sociales peuvent être reportées d'une année sans charge et sans frais sur simple demande écrite à introduire auprès des caisses sociales. Ça concerne les cotisations du 4e trimestre. Du 4e trimestre. Pour le secteur ORECA. Pour le secteur ORECA et pour les commerces. Donc pour l'ensemble des personnes concernées par l'activité commerciale ou l'ORECA au sens large. Et donc ça, c'est un report. S'il y a des commerçants ou des restaurateurs ou des cafetiers en très grande difficulté, ils pourront aussi avoir une révision à la baisse de leur cotisation sociale. Voilà, il y a deux autres éléments, indépendamment du report. On peut désormais adapter ces cotisations sociales en fonction du niveau présumé de ses revenus professionnels sur l'année. Donc ils peuvent réadapter leur cotisation sociale à la baisse en fonction de cette estimation. Et troisièmement, pour les situations qui, hélas, seraient les plus graves, il est possible d'introduire auprès de la caisse, de la commission de dispense des cotisations sociales, une demande pour être alors libéré totalement ou complètement du paiement des cotisations sociales dans les situations malheureusement les plus détériorées. Est-ce que ça va être suffisant, Willy Borsu? Parce qu'on a vu, on a eu beaucoup de reportages sur Télé Bruxelles, certains hôtels qui perdaient la moitié de leur clientèle, des commerces qui ont été fermés pendant plusieurs jours. On voit maintenant qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont été impactés et que l'impact est durable, qui va durer quelques jours ou quelques semaines. Est-ce que ça va être suffisant, ces mesures, ou est-ce qu'il faut déjà penser à autre chose, un autre plan de soutien pour certains secteurs à Bruxelles? J'ai entendu les expressions des structures représentatives. Je crois vraiment qu'on doit se trouver à l'écoute, on doit envisager d'autres possibilités de mesures, mais pour voir si la situation va effectivement être durablement grave, il est important de savoir si l'activité va reprendre rapidement, normalement. Vous attendez de voir comment va être la fin du mois de décembre pour éventuellement aider ou ne pas aider? Je ne dirais pas attendre de voir, mais avoir une concertation vraiment au plus près avec les structures représentatives pour suivre, pour monitorer l'évolution de la situation. On sait que la période de fin d'année en termes d'activité est une période absolument cruciale et de la reprise de l'activité aussi normalement que possible va dépendre la réponse à cette question. Mais ça veut dire que vous pourriez, si c'était nécessaire, aider le secteur des hôtels, le secteur des cafetiers à Bruxelles, si vous le demandez dans les prochaines semaines? On pourrait cibler par exemple d'autres sujets non encore évoqués actuellement. Je pense notamment à la TVA. On pourrait peut-être imaginer faire avec la TVA. Bien sûr, cette décision dépend de mon collègue, le ministre des Finances, mais faire avec la TVA ce qu'on a imaginé avec les cotisations sociales, par exemple. Moi, je suis ouvert donc à ce type de report ou de révision des calculs. Enfin, évidemment, sous le respect, bien sûr, des compétences de mon collègue, bien sûr. Donc là, il y a une ouverture envisageable. Je reviens un instant quand même sur l'ensemble des mesures qui ont été décidées. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on se dote, notamment pour les commerces, d'une procédure un petit peu plus claire? Parce qu'on a vu certaines enseignes qui étaient fermées, d'autres qui ne l'étaient pas, qui avaient un petit peu une distorsion de concurrence aussi entre ceux qui étaient dans une galerie marchande, ceux qui ne l'étaient pas, les grandes surfaces, les petits commerces. Est-ce que tout ça a été très bien clair et très bien géré? Je voudrais rappeler que d'une part, la situation que nous avons vécue est une situation totalement inédite et totalement exceptionnelle. Que deuxièmement, il y avait des informations concordantes, précises, qui indiquaient
comme cible les grands rassemblements et donc les centres commerciaux ou les grues particulièrement commerçantes qui mobilisent des centaines, des milliers de personnes. Et donc c'est prioritairement vers ces centres que les mesures ont été prises. Mais vous l'avez observé, il y a notamment à l'initiative soit des chaînes elles-mêmes, des bourgmestres, et c'est bien compréhensible, il y a un mouvement qui s'est enclenché. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on doit évaluer l'ensemble des mesures qui ont été prises, de la gestion de la crise. J'affirme que nous avons fait, sous l'impulsion du Premier ministre, vraiment au niveau fédéral, le maximum, à la fois pour préserver, mais en même temps pour communiquer quant aux mesures prises. Mais comme dans toute situation de crise, on doit se donner plus tard le temps de bien évaluer. Vous savez qu'il y a eu aussi des communications, la ministre de l'Enseignement qui fermait les écoles, alors même que le Conseil national de sécurité était toujours en réunion. Elle a été un petit peu trop vite. Il y a eu des éléments qui n'auraient pas dû se produire de la sorte. Je pense notamment à cette situation particulière, mais priorité, rétablissement de la sécurité, identification et arrestation, bien sûr, des criminels. Et puis, on se donnera le temps pour bien peaufiner un certain nombre d'éléments qui, le cas échéant, le nécessiteraient. Encore une question sur ce dossier-là. On entend beaucoup du côté des néerlandophones l'idée que 6 zones de police à Bruxelles, c'est trop. Qu'en pense un membre du gouvernement fédéral? Oui, j'ai lu ce débat-là, qui est d'ailleurs un débat assez ancien. Il y a eu d'autres propositions mises sur la table concernant l'organisation à Bruxelles d'un centre qui rassemblerait les directions des zones de police, Les bourgmestres francophones de Bruxelles ne sont pas du tout de cet avis-là. Mais donc, moi, mon attitude, et je pense qu'elle est logique, c'est de dire, n'allons pas décréter, et n'allons pas non plus communautariser un problème, mais n'allons pas décréter par avance qu'une bonne solution serait de faire un grand rassemblement des zones. Étudions les collaborations possibles. Est-ce que le débat est ouvert dans la majorité fédérale ou est-ce qu'il ne l'est pas? Le débat, à ce stade, n'est pas ouvert, mais il a été médiatiquement, vous le savez, évoqué par un certain nombre d'interlocuteurs. Donc, mon message est de dire priorité à l'efficacité. N'allons pas répondre de façon préalable à la question qui est de dire est-ce qu'on ne peut pas mieux coopérer, développer un certain nombre de synergies, et il y en a déjà beaucoup sur le terrain. Il nous reste 2 minutes. Je ne vais pas vous demander si vous avez déjà mangé des frites dans un frite-côte à Bruxelles, j'imagine que oui. Oui. Je ne vais pas vous demander quel est le préféré, parce que le vote est toujours en cours, je ne voudrais pas que vous influenciez les internautes. Je voudrais par contre vous demander si le frite-côte que vous fréquentez, à partir du 1er janvier, il aura l'obligation d'avoir une caisse enregistreuse intelligente ou pas? Oui, c'est une question très importante que vous posez pour les secteurs concernés, pour nous. Donc l'objectif du gouvernement est, pour la fin de cette semaine, d'avoir tranché cette question à la suite de la décision du Conseil d'État. Donc c'est pas encore clair. Au moment où nous nous parlons, la décision n'est pas tombée. Je tiens très très franc avec vous. Il y a eu un recours. Théoriquement, il faut égalité de traitement pour tout le monde. Ça veut dire que théoriquement, tous ceux qui ont des tables et des chaises, qu'ils soient cafetiers, restaurateurs et friteries, ils devraient avoir cette caisse enregistreuse. Ce ne sera pas forcément le cas. Le recours portait sur 2 choses, à la fois sur la forme, sur la circulaire et sur la justification de ce 10%. Il y a donc 2 hypothèses qui sont sur la table. D'une part, d'élargir à tout le monde, c'est celle qui a notamment circulé dans les médias. Il y a une autre hypothèse qui est de justifier pourquoi ces 10%, compte tenu de l'investissement, du coût d'une caisse enregistreuse, sont effectivement plaidables et peuvent entraîner un traitement différent, c'est-à-dire d'être dispensés en dessous de 10% de la caisse enregistreuse. Mais on a aussi 2 ou 3 autres dossiers liés à la caisse enregistreuse à régler. La charte pour l'utilisation de celle-ci, la dimension accès aux informations pour le restaurateur lui-même. La position du gouvernement, elle n'est pas arrêtée et vous n'avez pas encore décidé que ce sera la caisse enregistreuse pour tout le monde. Il y a d'autres alternatives, si je vous comprends bien. Elle fait l'objet, et je vous l'indique vraiment en toute sincérité, elle fait l'objet de discussions cette semaine, avec objectif d'aboutir pour la fin de cette semaine, parce que, comme vous le relevez très justement, le 1er janvier est très très proche, donc on ne peut pas, et je ne veux absolument pas, mettre les gens en difficulté par rapport... La fin de la semaine, on est jeudi. Bien sûr. Oui, la fin de la semaine, c'est demain. Oui. Samedi, et les cafetiers, les restaurateurs, ils ont besoin de savoir ça parce que c'est le 1er janvier, théoriquement, la caisse enregistreuse. Vous ne pouvez pas nous dire oui ou non, on va appliquer le système pour tout le monde? Vous avez déjà une petite idée? Oui, évidemment, j'ai une idée. Nous avons étudié le dossier de façon approfondie et eu des concertations avec les différentes fédérations de l'ORECA. C'est la raison pour laquelle nous devons ensemble discuter du caractère... Vous n'allez pas répondre à ma question. Autorisez-moi à ne pas annoncer une décision qui n'est pas encore prise, évidemment, parce qu'elle doit être concertée, tout d'abord avec le ministre des Finances, qui est le pilote du dossier, comme vous le savez, même si je défends, vous n'ignorez pas non plus très très fortement et donc, si je comprends bien, si je décode bien, on cherche une solution alternative pour ne pas imposer la caisse enregistreuse à tout le monde. C'est votre lecture. Merci Willy Borsu. Merci également, merci de votre invitation. L'invité de l'interview. Bonne fin de journée en regardant Télé Bruxelles. Demain, c'est Stéphanie Meyer qui présente l'interview.